Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ici Rezab75 de la chaîne Où t'as jeté ça, et c'est la deuxième partie déjà de l'explication de texte, pardon, ou plutôt du débunkage du livre Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, de Raphaël Glucksmann. Sans plus attendre, plongeons-nous dans la deuxième partie de cet essai. Le chapitre s'appelle Le trouble français. D'accord. Quel trouble nous allons voir? Alors, un éditorialiste allemand et un psy new-yorkais. Donc, psy, on sait à quoi ça renvoie, et new-yorkais aussi, donc deux raisons de douter de l'influence d'une certaine communauté dans cette première phrase, débarque à Paris en 2016. Donc Paris, ville lumière, surtout en 2016, n'est-il pas? Voyant un peuple frappé par des attentats, c'est vrai que c'est chiant ça, miné par le chômage de masse, oui, ça mine le chômage, la stagnation économique, s'écharper pour savoir s'ils descendent Clovis ou le Voltaire, ces vieux personnages blancs là, leur diagnostic est sans appel. Les Français souffrent d'un sérieux trouble de la personnalité. D'accord, donc si un psychiatre juif le dit, bah, c'est que c'est forcément vrai. Chaque campagne électorale confirme cette maladie française. C'est sûr, nous sommes malades. Après 30 ans d'échecs sur le front de l'emploi, n'importe quel scrutin se jouerait sur la crédibilité des programmes économiques des uns et des autres. Si nous étions un pays normal, entre parenthèses. Mais nous ne le sommes pas. Bah oui, on n'est pas normal, monsieur Glucksmann, excusez-nous. Chez nous, voilà, on n'est pas un pays normal, mais par contre c'est chez nous, hein. Par contre, quand il parle du pays, c'est nous. Avant de livrer son analyse socio-économique et de présenter ses réformes, chaque candidat à l'Élysée doit d'abord répondre avec emphase à nos angoisses identitaires. Ah oui, c'est sûr. Les Français, ils ont peur de ne plus être Français, et ça c'est un drame pour Monsieur Glucksmann. On va demander d'ailleurs aux Israéliens s'ils ont peur d'être Israéliens, on verra leur réaction et leur trouble identitaire. Enfin, notre trouble est si grand, si prégnant, qu'un président a eu récemment l'idée de créer une institution tout entière dédiée à sa cure. Vous imaginez? Les Français ont peur, donc on crée un truc pour résoudre leur peur et leurs problèmes. Forcément, ça va pas pour M. Glucksmann. Le ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Bon, ça n'a pas été tout fait pour ce qu'il dit à la base, mais bref. Nous sommes le 18 mai 2007. Nicolas Sarkozy vient de poser ses valises à l'Élysée. Vous apprécierez le langage. Lorsqu'il charge une nouvelle bureaucratie de définir ce qu'être français veut dire. Il consacre ce jour-là la revanche des franges les plus réactionnaires de la droite française. Oui, monsieur Sarkozy, c'est sûr, c'est réactionnaire, hein. À trop croire que les petites mains jaunes et des concerts de hip-hop suffisaient à former un récit commun, la gauche a laissé s'inverser les rapports de force culturelle. En coulisses, Patrick Buisson, ancien directeur du journal extrémiste Minute, désormais en charge de la chaîne Histoire, entre parenthèses, beau symbole, peut orchestrer la contre-révolution identitaire dont il n'osait rêver 20 ans auparavant. Son programme est ambitieux. Terrasser le cosmopolitisme bruyant des repères. Oh, si seulement. L'européisme viole souveraineté, c'est vrai. Le droit de l'homisme, briseur d'autorité. Faire rendre gorge à ces bobos qui préfèrent New York à la Beauce, et les migrants africains aux travailleurs blancs. Revenir au patriotisme, au patrimoine, aux traditions. En un mot comme en mille, renouer avec entre guillemets, la France éternelle. Parce que pour Monsieur Glucksmann, évidemment, la France, ça n'existe pas. Alors la France éternelle, vous imaginez. Si le ministère orwellien, tiens, disparaît sans gloire, les grilles de lecture qui présidèrent à sa création font mieux que lui survivre. Elles progressent tout en se radicalisant, s'imposent en lieu commun sans rien perdre de leur virulence. Nous sommes le 8 juin 2016, et Nicolas Sarkozy, plus emphatique que jamais, fixe l'enjeu des élections présidentielles à venir. La France restera-t-elle la France? Ben, c'est une bonne question, je trouve. C'est cela le premier défi, le plus grand, le plus fondamental. Quelle est donc cette France qui menace de disparaître et doit à tout prix rester elle-même? La réponse juste, décomplexée comme il se doit, c'est un pays chrétien, entre guillemets bien sûr. Un corps, entre guillemets, une âme, entre guillemets. Que l'immigration massive, entre guillemets, le communautarisme, entre guillemets, mai 68, entre guillemets, dis donc, j'espère qu'il y a encore assez d'encre, la merde de toutes les catastrophes ont bouleversé. Une fois le virus identifié, il est temps de nous guérir. Le nombre de meilleurs docteurs et le dosage de l'antidote sont à débattre. Pas le diagnostic, ni la nature de la cure. En arrière toute. Bah oui, parce que pour les grands progressistes de gauche comme M. Glucksmann, faire forcément un diagnostic qui montre du doigt que ce qui est en train de se passer est quelque chose de néfaste, faire un retour en arrière, ça serait en arrière toute. Attention, c'est forcément mauvais. Nous devons aller forcément de l'avant. En arrière, certes, mais vers où? Vers quoi? Quel est cet avant, entre guillemets, érigé en horizon indépassable? Avec quelle France éternelle, entre guillemets, doit-on renouer? Ces questions demeurent le plus souvent sans réponse précise. Aussi, moi j'ai une petite idée. Elles sont sur le point de départ de ce livre. Ah oui, ça n'a pas encore commencé? La doxa métacontemporaine de 2016 répète le syllogisme structurant depuis des siècles les logorées réactionnaires.
1. Nous sommes troublés. Nous ne parvenons pas à devenir ce que nous sommes. À définir ce que nous sommes, pardon. Présent constaté. Ça, c'est bien vrai. 2. Or, nous savions le faire avant. Nous étions en accord avec nous-mêmes, jadis, passé recomposé. 3. Quelque chose, quelqu'un est donc venu entre-temps troubler notre identité. Oui, je suis d'accord. Et nous ne retrouverons notre quiétude perdue que lorsque nous aurons identifié puis éliminé les troubles faits, futur antérieur. Et oui, monsieur Glucksmann a raison jusque-là. Chaque époque française fut condamnée comme décadente, dégénérescente, traître à la précédente, avant de devenir à son tour, lissée par le Photoshop identitaire, une raison de juger la suivante. Ouais. Chaque siècle français est passé du point 1 au point 2, en se noyant dans les brumes du passé et en tombant entre les mains des procureurs du temps présent. Les Lumières furent condamnées au nom du grand siècle, le romantisme au nom des Lumières, et ainsi de suite, jusqu'à nos jours. Refusant que notre trouble puisse être autre chose que strictement actuel, l'opposant toujours comme second et jamais premier, la pensée réactionnaire se met logiquement en quête de boucs émissaires. Bah oui, les fameux boucs émissaires. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va nous parler des juifs dans quelques temps, c'est quelque chose de formidable. La sorcière médiévale, le protestant, le juif, bah, il n'y a pas fallu attendre longtemps. La féministe, le libre-penseur, le polac, le syndicaliste, le rital, l'arabe, le bourgeois, l'américain, le rome, le PD, le progressiste, le cosmopolite, le multiculturaliste, Merkel ou un rappeur prennent tour à tour les traits du grand perturbateur. Mais c'est impressionnant ce sophisme, sans lequel nous serions en paix et au clair avec nous-mêmes, certains de savoir d'où nous venons et vers où nous allons. Sous différents masques, le coupable est identique quelle que soit l'époque, l'impureté présente. C'est exact, je suis tout à fait d'accord avec Luxman pour le coup, c'est l'impureté qui vient d'être décrite ici. Comme le trouble, entre guillemets, constaté relève d'une expérience incontestable, la validité du syllogisme décliniste dépend du point de vue de cet avant servi comme une évidence, véritable pivot de la démonstration, concédé par ignorance ou paresse, sans débat ni enquête, sans authenticité, rend les arguments réactionnaires imparables. Or, c'est précisément ce qu'une gauche devenue inculte ne cesse de faire. D'où l'urgence du recours à l'histoire. Explorons ce passé dont les déclinistes se revendiquent pour condamner notre présent. Osons la question. Cet avant, du haut duquel ils s'autorisent à proclamer notre décadence, a-t-il existé? Tout ça, nous ne sommes que dans l'expectative depuis le début, hein. C'est intéressant de le rappeler quand même. Dès que nous faisons l'effort de plonger dans notre histoire, nous voyons à quel point notre trouble n'a rien d'exclusivement actuel. N'en déplaise aux chroniqueurs de l'apocalypse de 2016, il ni le produit ni des crapahutages de Cohn-Bendit sur les barricades du quartier latin en 1968, tiens, peut-être une logique communautaire ici, ni des émeutes de banlieue en 2005. Ah bon, tiens donc. Donc il n'y a pas de rapport entre les émeutiers de banlieue et les terroristes, d'accord. Il précède largement la standardisation bruxelloise des normes de production laitière et l'immigration maghrébine des années 50, 60 et 70. Il n'est lié consubstantiellement ni à Internet, ni à la globalisation des échanges, et remonte à loin, très loin. Donc pour l'instant, nous n'avons aucune explication sur d'où vient le mal, hein. Pour l'instant, nous avons juste l'explication de pleurniche habituelle. Oui, il y a des boucs émissaires, c'est pas gentil. Notre père à tous. Tiens, tiens, à qui donc? Nous sommes au début du XIIIe siècle. Paysans, artisans, bourgeois se ressemblent sur les places de nos villes et villages pour écouter les jongleurs, conteurs itinérants qui forgent l'imaginaire médiéval, narrer les aventures étranges d'un animal sans foi ni loi renversant l'ordre des choses et du monde. Le roman de Renard passionne la France et, pour la première fois, lui donne un imaginaire commun, un imaginaire national qui dépasse les frontières régionales et transcende les fractures sociales. Alors je ne sais pas ce que Raphaël Glucksmann essaie de nous dire là avec le roman de Renard passionne toute la France, mais il faut lui rappeler qu'à cette époque, il y avait seulement un tiers des Français qui savaient lire. Et rire, n'en parlons pas. Ce texte foisonnant est divisé en 27 branches écrites entre 1174 et 1250 par de multiples auteurs souvent anonymes, raconte les exploits d'une bête à poil roux bafouant les rites, profanant les autels, se moquant à tout et de tous, parfois en anglais, parfois en flamand, jouant des mots comme des choses. Épousé devient Bosé, dans sa bouche, et votre merci, foutre merci. Renard ne respecte rien ni personne. Il a déclaré la guerre à tous les animaux établis. Il déçoit, engagne, abête, tour à tour son grand rival Isengrin, loussure de son statut qu'il rend cocu, le roi noble dont il usurpe le trône, les aristocrates Grimbert le blaireau et Brun l'ours, les membres du clergé Tieselin le corbeau, Bernard l'âne ou Musard le chameau, les paysans Coire le lièvre, Belin le mouton ou Tardif le limaçon. Pas une bête n'échappe à ces ruses qui enthousiasment les Français de tout âge et de toute classe sociale pendant plus de 200 ans. Alors là, quel formidable bric-à-brac qui nous mélange les Français de toute classe sociale et de tout âge. Waouh, de toute classe sociale et de tout âge. Vraiment, monsieur Glucksmann, c'est-à-dire, ouf, de toute classe sociale il y a 300 ans, c'est-à-dire avant, d'après monsieur Glucksmann, qui connaît, semble-t-il, l'histoire de France comme sa poche percée, l'histoire de France, c'était de tout âge et de toute classe sociale.
Donc quand il y avait un ouvrage qui paraît, d'après M. Glucksmann, toutes les classes sociales étaient conviées à le lire et à le décortiquer. Voilà. C'est très, très enrichissant, non pas sur l'histoire de France, mais sur la manière dont l'auteur a de percevoir celle-ci. Le succès du roman est tel qu'on reproche alors aux moines de le lire davantage que les livres saints, et de remplacer sur les murs de leurs cellules les images pieuses de la Vierge et du Christ par des scènes de la vie de son anti-héros. Récité en langue vulgaire ou romane, d'où le nom de roman, il rassemble dans une même écoute et des éclats de rire similaires, un pays morcelé aux frontières mouvantes. Là, on arrive sur le gros problème de la gauche, c'est qu'on part absolument dans tous les sens, il n'y a aucune structure dans le bouquin. Il s'agit d'une première, la Bible, partagée en latin par toute la chrétienté, et les contes traditionnels, chantés en dialecte et trop ancrés dans le terroir local, ne parlaient pas aux Français de la France. Renard, lui, il est français. Plus que ça, il rend français. C'est sûr, là on arrive au fameux thème, se rendre français. C'est-à-dire on n'est pas français, mais on est rendu français. Par-delà les ancrages régionaux et les dépendances féodales, les sujets du royaume se découvrent appartenir à un même univers mental, social, culturel, en s'identifiant collectivement à lui. En écoutant ensemble ses aventures, ils se forgent une personnalité commune. Le Moyen Âge nous lègue donc un voleur de poules comme père fondateur de notre identité. Il continue à parler de notre identité alors il l'a conspué encore quelques pages. Mais bon, qui est vraiment Renard? Difficile de répondre. Et c'est cette difficulté qui est riche d'enseignements sur ce que nous sommes et ce que nous ne pouvons pas être. Échappant à toute tentative de classification, Renard est un animal hybride, entre chien et loup, chenu nulle part et partout. Tiens, on dirait la définition d'une certaine communauté errante depuis 8 siècles. Il n'appartient ni à la forêt, ni à la ferme, ni à la culture, ni à la nature. Il erre dans un entre-deux génétique et topographique. Bandit de grand chemin, déraciné radical qui assume la complexité de son être en joue, il ne cesse de grandir lorsque l'on prétend l'assigner à résidence identitaire. Il est tout et rien à la fois. Le nom d'un trouble de la personnalité originelle. Oui, ça c'est le rêve. Alors pour Glucksmann et les gens de son espèce, le rêve d'être français, ça signifie être tout et rien à la fois. Être sans qualité. Il les usurpe tout en fonction des besoins ou des désirs que le hasard et les circonstances font naître en lui. Le hasard, la chance. C'est très contradictoire. Ces attitudes fluctuantes selon les différentes branches du roman, et à l'intérieur de chacune d'elles, forment un miroir éclaté dans lequel nous nous découvrons, au XIIIe siècle, dans le même mouvement troublé et français. Vouloir au XXIe siècle nous guérir de ce trouble semble dès lors un brin complexe, à moins de changer de pays et d'histoire. Oui, ça, donc ça, la dernière phrase, c'est français. Au fond, si vous n'êtes pas content, la solution la plus radicale, bah, c'est encore de vous barrer, quoi. Condamné à mort à de multiples reprises par le tribunal des bêtes bien en place. Renard s'en sort à chaque fois par une esquive différente. Ainsi en va-t-il de notre identité, prescrivant tour à tour moins de mélange, plus de religion, moins de sexe, plus de sérieux, plus d'autorité, moins de voyage. Les centaines de médecins accourus à notre chevet, au cours des siècles, n'ont jamais pu nous soustraire à notre impureté originelle. Ils nous ont donc 1000 fois décrété à l'agonie, et ont 1000 fois été démentis. Renard est mort, Renard est vif, Renard règne, écrit le poète Rudebeuf, l'un des auteurs du roman. Qu'on l'exacte ou qu'on l'exècre, qu'on le considère comme la source de notre vitalité ou la cause de notre mort prochaine, son spectre hante notre histoire, avec un grand H, s'il vous plaît. La chasse à court de Tartuffe. Assumer une identité multiple, fluctuante, trouble ne va pas de soi. Ouvrant grand le champ des possibles, elle panique les hommes trop frileux pour en faire usage, trop sinistres pour en jouir. C'était la deuxième partie de ce débunkage de Notre France de Raphaël Glucksmann, qui décidément réserve, je crois, bien des surprises. En attendant la suite, qui sera la partie 3 et qui arrive très prochainement sur cette même chaîne, je vous conseille de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et pourquoi pas mettre un commentaire pour le référencement de la vidéo, c'est très important pour moi. Je vous remercie de l'écoute accordée à ce débunkage et vous dis à la bientôt. Ciao.